15h sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entame des réunions pour préparer la rentrée scolaire 2018-2019. Également dans l'actualité, un séisme dans l'ouest de l'Iran fait au moins 2 morts et plus de 200 blessés. Passons au développement de ces nouvelles. En provision de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a entamé aujourd'hui une série de rencontres avec les différents responsables du corps enseignant et de l'administration de son département. Il a notamment engagé des réunions en tête-à-tête avec les inspecteurs et les nouveaux chefs des circonscriptions scolaires récemment affectés à leur poste. Au cours de ces entretiens, le ministre a rappelé la mission dévolue à chacun afin que l'école djiboutienne soit performante avec des programmes et des cours à la hauteur des attentes du pays qui doit compter sur ses ressources humaines pour asseoir son développement. Le ministre a longuement discuté avec les inspecteurs affectés dans les régions de l'intérieur sur leurs besoins et notamment le bon fonctionnement des écoles. Inspecteurs des régions. Ceci dit, cette réunion qui était principalement concernée aux régions était la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. La rentrée aura lieu comme prévu le 10, bien sûr, et le ministre a demandé à ce qu'il y ait un apprentissage, un enseignement, apprentissage de qualité dans nos écoles. Et pour ça, il faut qu'il y ait une transformation complète de l'école. Il a insisté à ce que l'enfant djiboutien puisse parler et lire le français correctement. À la fin du 2e cycle de l'enseignement primaire, au moins. Au moins, l'enfant doit lire et parler le français, bien sûr calculer, compter aussi, mais parler et lire, ce qui facilitera pour cet enfant l'écriture du français aussi. Et cette formation, afin de donner une seconde chance d'insertion aux jeunes qui ont abandonné le cursus, le département de l'éducation et de la formation professionnelle a mis en place une série de formations techniques et pratiques. Cette initiative répond aux instructions du chef de l'État, aux soucis du gouvernement afin d'insérer ces jeunes dans la vie professionnelle en leur évitant ainsi de tomber dans la délinquance et la précarité. Ainsi, les jeunes déscolarisés de la capitale et des régions de l'intérieur seront formés à différents métiers en tant que conducteurs d'engins de chantier, agents de sécurité, soudeurs, aides-mécaniciens, chauffeurs de camions, de poids lourds, dépanneurs, spécialistes du froid, en installation de climatiseurs. Ces formations concernent aussi la maçonnerie, la coiffure, autres activités esthétiques de la gente féminine. Des formations vont répondre aux attentes des jeunes en matière d'insertion d'œuvres employables et adaptées à la réalité du marché du travail. Cela permettra de lutter contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes.
Dans l'actualité également, le ministère de la Santé envisage de mettre en place une cellule de rééducation nutritionnelle au centre de santé communautaire de Balbala 2. Cette cellule aidera les mères à prendre en charge leurs nourrissons et enfants afin qu'ils ne tombent pas dans une sévère malnutrition. Des compléments alimentaires leur seront délivrés. Cette cellule de suivi des malnutris est formée d'un personnel disponible et compétent. Le ministère de la Santé envisage ainsi de mettre en place ce genre de cellule dans tous les centres de santé communautaires. Il existe des unités de récupération nutritionnelle au niveau de tous les centres de santé qui suivent les enfants présentant des retards pondéraux. Le ministère de la Santé a mis toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien le futur projet intitulé Zéro retard de croissance qui sera mis en œuvre très prochainement sur toute l'étendue du territoire. Et dans notre dossier de ce 15h, nous allons parler parmi les merveilles qu'offre le littoral djiboutien, figure bien sûr en bonne place la migration saisonnière de requins-baleines. Ce sera dans 2 mois. Voici un avant-goût de ces colosses de la mer et des dangers qui les guettent. Avec ses 18 mètres de long à l'âge adulte, le requin-baleine est le plus lent et plus gros poisson du monde. Malgré ses tailles imposantes, ce requin est sans danger pour l'homme. Contrairement à la plupart de ses congénères, il ne se nourrit que de plancton. Chaque saison fraîche, d'octobre à mars, plusieurs centaines d'individus se rassemblent dans les eaux turquoises de la baie d'Arta qui regorge de plancton à cette période. Le festin des géants a lieu juste sous la surface, là où la lumière fait abonder la nourriture. Mais au fil des années, les géants de la mer sont de plus en plus vulnérables face au tumulte du monde moderne. Les pêcheurs ignorants, les touristes déraisonnables et le va-et-vient perpétuel des bateaux filant à toute allure mettent gravement en danger ces colosses. Ainsi, ce tête-à-tête entre l'homme et le requin se déroule à Djibouti. Les pouvoirs publics ont créé une aire marine protégée dans la baie d'Arta, ce lieu de rassemblement pour la reproduction des requins-baleines. Au fil des années, la popularité des requins-baleines a pris de l'ampleur et les touristes se pressent désormais par dizaines pour les approcher. L'animal est en passe de devenir l'attraction principale de la baie. Mais pour combien de temps encore? Car aucune règle n'encadre les excursions et les safaris prennent souvent la tournure d'un décent rodéo. À qui aura la meilleure photo? Assailli de toutes parts, le rêve des touristes tourne parfois au cauchemar pour le requin-baleine. Comme vous pouvez le constater, les Djiboutiens restent absents de tous ces plaisirs qu'offre notre mer, alors que ces touristes viennent de très loin, d'Australie, des États-Unis ou encore d'Europe. Et surtout, ne me dites pas que les prix ne sont pas abordables pour les Djiboutiens. Mais faire venir le tourisme pour apporter une économie dans la région, c'est bien. Encore faudrait-il que le tourisme n'aggrave pas le problème. Le danger pour ces géants de la baie, la plus terrible des menaces, c'est elle. L'hélice des bateaux qui mutilent les animaux, parfois jusqu'à les tuer. Les requins sont en effet sous la surface de la mer. Devant cette urgence, un jeune éco-garde a été embauché. Sa mission, sillonner le périmètre de l'aire marine protégée et inciter les pilotes de bateaux à plus de vigilance. Abdo me parle de son travail. projet la yiraahdo oo muddo 2 sanadood iyo 3 bilood anagu aan ka shaqeynay muddo sanadana hakad galay kolkaas waxaan dawladda ku codsan lahayn inay projectkan ay dib u diimaareyso kadibna ay u reeglemontiso siday nacab ay u siiso sidii difaac. Toutefois, un long chemin a été parcouru et bientôt, sur le périmètre de l'aire marine, le cache-hélice deviendra obligatoire et la circulation des bateaux sera étroitement contrôlée. Ces requins et les hommes pourront alors cohabiter en toute tranquillité. Pour cela, le ministère de l'Environnement doit achever les dispositions déjà entamées afin que ces 12 géants de la mer soient en sécurité la saison prochaine. Pour être une aire marine totalement protégée, il faut beaucoup plus que des bonnes intentions. Il appartient donc au gouvernement de réglementer le tourisme en soi et ensuite mettre en place les outils juridiques et administratifs pour faire de cette aire marine protégée une aire vraiment protégée.
Et nous en parlions à l'instant des rivages et des fonds marins. Même si elles sont en nette régression, les mangroves représentent des forêts semi-aquatiques qui contribuent à faire apparaître les premiers nutriments de la chaîne alimentaire. Ces lieux d'habitation naturelle font apparaître une grande biodiversité avec une productivité élevée. Y vivent de nombreuses espèces d'oiseaux, mais aussi des poissons, des crustacés, des mollusques, et certaines espèces aquatiques sont devenues endémique. Donc, un magazine de la rédaction, regardez. D'un groupement de végétaux principalement ligneux qui se développe dans la zone de balancement des marais des côtes basses des régions tropicales. Les 4 principales zones de mangroves à Djibouti, d'abord à l'ouest de la ville, le long de la côte, une forêt en danger de disparition à cause de la proximité de la ville. Les îles Moucha, Godoria, à 25 km au nord d'Obok, considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Horangar et Rassian entre Obok et la frontière érythréenne. Ces véritables zones d'habitation à forte densité, ces forêts mi-aériennes, mi-amphibies sont essentielles pour la faune sous-marine et insulaire comme les oiseaux, les crabes, les rats ou encore les insectes. L'entrelac des racines des diverses espèces de palétuviers est une source de nourriture inépuisable, un lieu d'habitat et de reproduction naturelle pour les poissons. On compte à Djibouti 4 espèces de palétuviers, ces arbres qui développent 1000 astuces pour survivre. La mangrove est souvent définie comme étant l'ensemble de la végétation composée essentiellement de palétuviers qui se développent dans la zone de balancement des marais des régions littorales intertropicales. La mangrove colonise des zones alimentées en eau douce et à l'abri des courants marins comme les estuaires, les systèmes lagunaires, c'est-à-dire des zones calmes et peu profondes. On peut distinguer 3 types de mangroves. Les mangroves côtières qui ont la particularité d'être mobiles en fonction des déplacements des bancs de vase qu'elles colonisent. Les mangroves estuariennes, fixes, situées à l'embouchure et dans les deltas de fleuves. Et enfin, les mangroves de récifs coralliens. Le terme générique de palétuvier désigne tout arbre ou arbuste capable de s'adapter à une vie en eau saumâtre peu profonde. La végétation spécifique de la mangrove dispose de mécanismes physiologiques adaptés à des conditions de vie très difficiles. La mangrove est l'un des écosystèmes les plus productifs du monde. Elle serait aussi productive que la forêt tropicale humide. 1 hectare de mangrove représente 300 tonnes de matière organique sèche et en produit environ 15 tonnes par an. Les forêts de mangrove couvrent au total environ 700 à 800 hectares et se trouvent actuellement en régression sous les pressions des interactions des facteurs naturels et celles dues aux activités de l'homme. En l'absence de sources d'énergie d'un coût abordable, le bois des mangroves est utilisé comme bois de feu par les communautés vivant près du littoral. À cela s'ajoutent les années de sécheresse qui ont engendré un afflux de nomades en nombre croissant dans la zone du littoral. En certains points, leurs chameaux pèsent sur les mangroves. Outre l'intervention directe de l'homme avec la coupe de bois pour faire la cuisine, construction des huttes, le développement urbain apparaît aussi comme un facteur de dégradation important des mangroves autour de Djibouti-Ville. Si on n'adopte pas dès maintenant une certaine sagesse écologique dans l'exploitation des mangroves, on encouragera leur destruction ainsi que celle de multiples espèces qu'elles abritent, plus vite que le taux de régénération naturelle le permet, et ceci engendrera un déficit de biodiversité. Djibouti, avec ses importantes zones côtières et ses diverses conditions naturelles, sociales et économiques, a commencé à travailler sur la gestion intégrée des zones côtières depuis 2004. Le ministère de l'Agriculture est en passe de lancer un vaste programme pour la préservation de ces forêts. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec émotion le décès de Moumina Ali Mohamed, survenu hier soir à 2h30 à l'hôpital militaire à la suite d'une longue maladie. Moumina Ali Mohamed était née le 7 juillet 1954 à Djibouti. Elle était la veuve de regretté Burhan Ali Ouarki, ancien ministre. Elle laisse derrière elle 3 fils dont l'aîné, M. Mohamed Burhan Ali, est le premier conseiller à l'ambassade de Djibouti à Bruxelles et grand-mère de 8 petits-enfants. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et son épouse adressent leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Kamil adressent également leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Idem pour l'ancien Premier ministre Dilleta Mohamed Dilleta. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de la patience qui domine l'actualité
l'activité internationale. En Tunisie, pour commencer, les recettes touristiques ont atteint les 674 millions d'euros. Et pour nous en parler, Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Fardous. Effectivement, donc la ministre du Tourisme, Salma Eloumi Rekik, a estimé que le nombre de touristes visitant la Tunisie cette année va dépasser les 8 millions. S'exprimant à El Chourouk dans son édition de ce vendredi 25 août, la ministre a réaffirmé que le secteur connaît une nette amélioration par rapport à l'année dernière, indiquant que jusqu'au 10 août, les recettes touristiques ont atteint les 674 millions d'euros, soit une hausse de 23,8% par rapport à la saison précédente. Quelques 4 400 000 touristes ont visité la Tunisie entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, soit une augmentation de 23%. La ministre avait indiqué que les recettes touristiques ont atteint 1750 millions de dinars durant la même période, enregistrant une augmentation de 42% par rapport à l'année dernière. Et en Iran, un séisme dans l'ouest iranien fait 2 morts Ali et plus de 200 blessés. Qu'en est-il? Effectivement, un séisme de magnitude de 6.0 a secoué dimanche 26 août la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran, faisant 2 morts et 241 personnes blessées selon les premiers bilans. Un séisme d'une magnitude évaluée à 6.0 par l'Institut américain UCGS a secoué donc ce dimanche 26 août avant l'aube l'ouest de l'Iran. Les premiers bilans déplorent la mort de 2 personnes, une femme enceinte et un homme de 70 ans. Selon le chef de la Croissant-Rouge pour la province de Kermanshah, Mohamed Raza Amrin, le séisme a été suivi de 21 répliques, et donc il a indiqué qu'il avait des problèmes concernant l'eau potable en raison des destructions dans certains villages. Un centre de gestion de crise chargé de coordonner les secours a été mis en place dans la ville de Javanroud. Les hôpitaux et les organisations caritatives nous ont été mis en état d'alerte. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de cette région. Nous allons parler des Rohingyas qui sont bloqués depuis un an. Et en août 2017, Fardous, l'armée birmane a lancé contre la minorité Rohingya musulmane une répression que l'Organisation des Nations Unies a décrit comme un nettoyage ethnique. 700 000 membres de cette ethnie musulmane ont fui vers le Bangladesh. Depuis à peine 200 sont rentrés chez eux. Les Rohingyas réclament de la Birmanie des compensations financières pour leurs terres incendiées et réquisitionnées et veulent la garantie du pouvoir d'accéder à la citoyenneté. De son côté, l'ONU a lancé un appel de fonds pour subvenir aux besoins des réfugiés le temps que la Birmanie organise les conditions de leur retour. La peur des nouvelles violences en Birmanie empêche les Rohingyas de faire le choix du retour et beaucoup accusent les autorités birmanes de limiter l'accès à l'état de Rakhine, d'où sont originaires la majorité de ces réfugiés Rohingyas musulmans. Et Ali, en Suède, 300 néo-nazis, rappelons-le, manifestent sous le huée à Stockholm. Environ le chiffre 300 militants néo-nazis ont manifesté samedi à Stockholm sous les huées des contre-manifestants et des dirigeants politiques qui demandent l'interdiction de leur mouvement. Encadrés par un service d'ordre équipé de boucliers, les militants du mouvement de résistance nordique se sont réunis au milieu de journée sur une place de la capitale suédoise à 2 pas du palais de justice. La manifestation donc s'est dispersée en fin d'après-midi sans incident majeur. La démocratie a toujours le droit de se protéger contre les forces prêtes à recourir à la violence. C'est ce qu'ont indiqué ces manifestants. Et donc la mort de John McCain, Ali, donc un parcours, nous allons revenir avec vous avec ce parcours de ce républicain populaire. Effectivement, le sénateur républicain John McCain est décédé samedi soir des suites d'un cancer de cerveau à l'âge de 81 ans de la guerre au Vietnam. À ses positions anti-Trump, retour donc en image sur la vie d'une des plus grandes figures de la politique américaine. John McCain a survécu aux bombes et à la torture sur les champs de bataille du Vietnam. C'est au milieu des siens que le vétéran a rendu son dernier souffle ce samedi 25 août à l'âge de 81 ans, terrassé par un cancer du cerveau détecté en juillet
2017. La veille, il avait annoncé par le biais de sa famille qu'il mettait fin à son traitement contre la glioblastome, donc un cancer jugé incurable. L'homme qui a marqué l'histoire politique américaine avait perdu tout espoir de guérison. Malgré sa maladie, l'ancien candidat malheureux à la présidentielle Fardous de 2008 n'avait pas démissionné du Sénat, mais s'il n'était pas rendu depuis décembre 2017 suite donc à ses problèmes donc de santé. Il a publié quelques photos depuis son diagnostic à l'hôpital dont il a rendu son dernier souffle. Merci Ali pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi.